Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les chefs de cour, messieurs les chefs de juridiction, madame la bâtonnière, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, chers partenaires, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir au Palais Beaumont pour ce 2e congrès international de l'Institut français pour la justice restaurative. Nous allons partager 2 jours riches en interventions et en échanges. Je tiens à remercier tout particulièrement pour son aide financière la Fondation Porticus, sans qui ce congrès n'aurait pu s'organiser, ainsi que la communauté d'agglomération de Pau et le conseil départemental pour leur soutien. Merci à toute notre équipe pour son efficacité dans la réalisation de ce congrès. Merci aussi aux professeurs et étudiants du lycée Montpensier pour leur participation à l'accueil qui vous est réservé en ces lieux. Merci à vous tous pour votre présence. Monsieur le garde des Sceaux devait être présent parmi nous ce matin. Malheureusement, l'actualité en a décidé autrement et monsieur le ministre est retenu sur Paris. Il a malgré tout souhaité nous faire parvenir son discours par un enregistrement vidéo que nous allons pouvoir partager, qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le président du conseil départemental n'a pu se libérer ce matin pour se joindre à nous, mais je vais sans tarder laisser la parole à monsieur Jean-Louis Pérez, premier adjoint au maire de Pau, représentant monsieur Bayrou. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pau et bienvenue au Palais des Congrès, au Palais Beaumont, pour ce 2e congrès international de l'Institut français pour la justice restaurative. Je voudrais en premier lieu vous demander de bien vouloir excuser Monsieur le maire de Pau François Bayrou, qui n'a pu se joindre à nous ce matin. Il m'a chargé de vous dire les regrets qui sont les siens. Il m'a demandé en tant que premier adjoint de le représenter, ce que je fais volontiers aujourd'hui avec vous. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir, Madame la Présidente, ce 2e congrès international qui coïncide avec les 10 ans d'existence de votre institut. Institut qui est né il y a 10 ans à Pau, sous l'autorité du professeur Robert Cariot, qui est ici, que nous saluons, que nous remercions de sa présence, de vous-même, Madame la Présidente. Vous êtes bien connue puisque vous avez été longtemps directrice de l'APAVIM, les Palois connaissent, l'association paloise pour l'aide aux victimes et pour la médiation. Donc c'était déjà les prémices peut-être de ce que vous avez essayé de faire avant. Monsieur Sayous aussi, qui est le directeur général, que je salue. Voilà pour ces quelques mots d'accueil. Alors, je vais être très court. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je trouve que c'est intéressant l'expression de dire justice restaurative, parce que rassembler ces 2 mots, c'est assez intéressant. La justice, elle est faite pour juger, pas nécessairement pour restaurer. Peut-être, mais ce n'est pas évident. Restaurer, ça veut dire remettre en état. Donc, remettre en état, ça veut dire qu'il y a besoin de remettre en état, effectivement. Et ce principe de confronter la victime aux auteurs de l'infraction, c'est un principe très, très ambitieux, très intéressant, mais certainement aussi très délicat. C'est donc, vous disiez, né à Pau, effectivement. Vous avez déjà 10 ans d'expérience, Madame la Présidente, donc vous avez un recul, vous avez un retour d'expérience. C'est certainement très important parce qu'une fois que la décision de justice est rendue, les choses ne sont peut-être pas terminées pour les parties, pour les victimes, peut-être aussi pour les auteurs, donc qui doivent être accompagnés, peut-être
qui doivent mieux comprendre, qui doivent être éclairés sur un certain nombre de choses. Donc, vous le faites. Les choses ne doivent pas être si simples, parce que si j'en juge pour notre ville, nous ne l'avons pas encore mise en place, cette justice restaurative. Ça devrait être le cas courant 2024, au moins à titre expérimental. Ce que nous avons fait, nous, en 2 mots, depuis plusieurs années, nous avons mis l'accent beaucoup sur une politique de prévention depuis plusieurs années, dans le cadre notamment du contrat local, la prévention de la délinquance, et nous appuyons beaucoup sur cette politique. Et Monsieur le maire est quand même très, très intéressé et nous demande de travailler beaucoup aussi dans des solutions alternatives, c'est-à-dire pour ne pas être enfermé dans le dilemme impunité-prison. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place des politiques, et notamment pour les travaux d'intérêt général. Nous fournissons un effort substantiel depuis plusieurs années, c'est-à-dire que nous accueillons à peu près en moyenne 100 personnes par an. Nous les accueillons, nous les accompagnons, d'une certaine manière nous les formons, mais c'est un travail de coordination entre les services, parce qu'on ne peut pas leur donner n'importe quoi, n'importe qui, et donc on essaie que ce soit un peu de la formation et éventuellement de l'insertion, puisque nous avons aussi une convention avec la mission locale, pour essayer de faire en sorte que certains puissent se réinsérer sur le plan professionnel. Nous le faisons donc, et depuis la mise en place de cette politique, on a dû accueillir 800 ou 900 personnes ayant bénéficié des travaux d'intérêt général. Nous avons aussi le travail non rémunéré qui est aussi mis en action, et à peu près pour 10 000 heures par an. Et nous entendons continuer à poursuivre, amplifier cette politique de prévention, mais nous entendons aussi mettre en place, je vous disais il y a un instant, en 2024, ce principe de justice restaurative avec toutes les précautions, toutes ce qu'il faut pour entourer ce principe. Voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Nous sommes très heureux donc, de vous accueillir pour ces 10 ans de l'Institut français, dont le siège est à Pau, dont vous allez avoir un nouveau siège dans quelques mois, Madame la Présidente, qui sera plus grand, qui sera plus spacieux, tant mieux, dans lequel vous pourrez travailler plus facilement. Donc, je vous souhaite un très bon colloque, studieux, je n'en doute pas, fructueux, je n'en doute pas non plus, et convivial. Merci à tous et bon congrès. À présent, nous allons visionner donc la vidéo de Monsieur le ministre qu'il a eu la gentillesse de nous faire parvenir. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs de cour, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le Président fondateur, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Madame la Présidente de France Victimes, Mesdames et Messieurs, j'aurais dû être à vos côtés aujourd'hui, mais des contraintes indépendantes de ma volonté en ont décidé autrement. J'ai cependant souhaité vous adresser ces mots pour rendre hommage à votre engagement et vous dire mon intérêt pour la justice restaurative. Depuis mon arrivée à la Chancellerie, j'ai eu à cœur d'asseoir plus solidement la justice restaurative dans le paysage normatif français par les décrets de 2020 et 2021 que vous connaissez, ou encore par le Code de justice pénale des mineurs dont nous venons de fêter les 2 ans. Mais vous le savez, si le droit est important, il ne suffit pas. Le Comité national de la justice restaurative, qui s'est à nouveau réuni place Vendôme en mai dernier, a conçu des outils méthodologiques au profit des professionnels. Un guide de mise en œuvre de la justice restaurative en 2020,
complété en 2022 pour les mineurs, ou encore un kit de démarrage conçu par la DACG à destination des juridictions. En 2022, 350 personnes victimes ont bénéficié d'une mesure de justice restaurative. La justice restaurative est un modèle exigeant, qualitatif, qui implique une mobilisation conséquente et coordonnée de tous. Les autorités judiciaires, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou la protection judiciaire de la jeunesse et les associations d'aide aux victimes. L'année 2023 a permis de mettre encore plus de lumière sur votre travail. Je pense bien sûr au magnifique film « Je verrai toujours vos visages » qui contribue à faire connaître beaucoup plus auprès du grand public. Mais je pense également à la valorisation de certaines initiatives comme les cercles de soutien et de responsabilisation qui sont des mesures de justice restaurative à destination des auteurs d'infractions à caractère sexuel et qui ont gagné le prix des bonnes pratiques du ministère en mars dernier. Je souhaite que l'on profite de cet engouement pour aller plus loin. Je suis certain que dans vos entourages, de nombreuses personnes vous ont dit être intéressées pour s'engager. Il faut impérativement que cet enthousiasme de futurs bénévoles rencontre des professionnels de qualité pour les guider et les conduire vers les victimes qui en ont besoin. Je veux qu'en 2024, beaucoup plus de victimes et d'auteurs bénéficient effectivement de mesures de justice restaurative. Il nous faudra évidemment pour cela travailler à la résorption des freins à son développement, car, nous le savons, les dispositifs de justice restaurative ne sont pas toujours disponibles sur le territoire. Leur mise en œuvre est parfois lourde. Sans revenir sur l'exigence de qualité du dispositif, la simplicité de sa mise en œuvre est, j'en suis convaincu, la clé de son développement. C'est, je le crois, d'ailleurs de cette manière que les précurseurs en la matière, qu'ils soient canadiens ou belges, ont réussi à obtenir des résultats. C'est tout le travail que vous menez. Je sais qu'il est à la fois passionnant, mais il est aussi difficile. Et nous le savons tous, lorsqu'une victime arrive à profiter de ces dispositifs, le chemin de la résilience et de la reconstruction est souvent très proche. Vous pouvez compter sur ma mobilisation pleine et entière pour développer la justice restaurative. J'engagerai très prochainement un travail avec les parlementaires à ce sujet. Ça fait partie de ma feuille de route de ces prochains mois. Je vous souhaite donc des travaux particulièrement fructueux qui seront, j'en suis certain, largement évoqués place Vendôme à la mi-novembre à l'occasion du Forum européen de la justice restaurative. En attendant, merci pour votre engagement et je vous souhaite un très bon 10e anniversaire. Merci pour vos encouragements. Nous en avons besoin, surtout après le discours de Monsieur le ministre de la Justice, qui finalement évoque le travail des bénévoles, soutient des programmes qui ne sont pas restauratifs et n'annonce en aucun cas l'augmentation des subventions dont tout le monde a besoin sur le territoire national. Je n'avais pas prévu de commencer comme cela. Je vous l'avoue bien simplement, mais c'est quand même absolument scandaleux qu'on en soit aujourd'hui, 10 ans après, à entendre de tels discours. 10 ans déjà.
10 ans seulement. Vous comprenez mon enthousiasme traditionnel quand il s'agit de justice restaurative, à partager avec vous quelques souvenirs, quelques réflexions en ce début de congrès. C'est vrai que ce 10e anniversaire, ma chère Nicole, me ramène à revivre de merveilleux souvenirs. Alors, je ne vais pas faire dérouler un curriculum vitae qui n'intéresse personne, à la limite même pas moi-même, mais c'est vrai que quelques dates pour moi ont été fondamentales dans la possibilité de participer à cette humanité en souffrance et toujours en souffrance. C'est au milieu des années 80 que j'ai rencontré pour la première fois ceux qui m'ont guidé sur le chemin de la justice restaurative. Je veux évoquer le souvenir de mes très regrettés amis, professeurs, Tony Peters, de l'Université catholique de Leuven, et Antonio Beristain, professeur à l'Université du Pays Basque. C'était à l'occasion d'un programme Tempus que nous avions organisé, parmi les premiers, je crois, en Europe, et j'ai été absolument bouleversé, oui, simplement bouleversé, par ce qu'ils étaient en train d'échanger avec moi. Ils m'expliquaient que ces pratiques ancestrales étaient en mesure de régler, peut-être en tout cas, de mieux réguler les systèmes de justice pénale qui étaient à l'époque 1985, je vais simplifier autour des dates, en crise et qui aujourd'hui l'est peut-être encore davantage. C'est vrai que partout dans le monde, fracassés par les colonisations, par les affres de la colonisation, par la destruction des cultures des premiers peuples, c'était une vraie découverte, pour eux comme pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, puisque toutes les choses ont commencé au milieu des années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. Mais nous constations que nous avions les uns et les autres, agressologues, victimologues, fait la moitié du chemin. Et c'est cette approche globale qui nous manquait finalement, en tout cas très humblement, qui me manquait. Et à partir de cet instant, je me suis plongé dans la lecture anglophone avec un plaisir infini. Tous les auteurs, d'Howard Zehr à John Braithwaite, et j'en passe, bien évidemment, mais ces deux-là sont parfaitement connus de la plupart d'entre vous, nous démontraient que la justice restaurative était sûrement la solution à cette crise de nos systèmes de justice pénale à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Alors, c'est vrai que cette question restaurative, d'habitude je parle sans notes, je ne sais pas pourquoi je me suis embêté aujourd'hui avec ça, à partir de cet instant, je n'ai pas cessé d'intégrer dans mes travaux de recherche, dans mes enseignements, mais aussi dans mes publications, cette formidable, n'est-ce pas, l'équipe, n'est-ce pas, vous qui nous suivez sur le terrain, cette formidable stratégie restaurative. Un autre souvenir important, puisque chaque nouvelle organisation fête son premier congrès international de justice restaurative, en 2002, avec mon cher collègue et ami Denis Salas, nous avons organisé véritablement le premier colloque international sur ce thème à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, en formation continue. Et la plupart des pionniers étrangers, j'en ai cité quelques-uns, je pourrais parler de Martin Wright, je ne sais plus si mon cher collègue, je sais qu'il est intervenu dans des formations à l'ENM avec nous, Serge Charbonneau, qui doit se cacher par là, comme toujours, était présent. Mais ce fut un moment
véritablement créateur, qui s'en est suivi d'une commission que le Conseil national de l'aide aux victimes m'a demandé de présider. Je l'ai accepté avec plaisir. Et son thème était l'intégration en 2006 de la justice restaurative dans notre système de justice pénale. Bon, ce dossier n'a pas été verticalisé immédiatement, mais il est bien resté longtemps sous la poussière d'une armoire, d'une étagère d'une armoire, pour réapparaître comme par hasard au début des années 2010. Autre excellent souvenir, merveilleux souvenir, 2010, la première expérimentation, parce que nous n'en sommes plus aux expérimentations. Et si cela doit s'inscrire à Pau, ce ne sera pas une expérimentation. Monsieur le ministre parle de 350 personnes ayant bénéficié du programme, mais c'est 350 programmes qui ont été mis en œuvre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est ainsi. Les documents sont pourtant disponibles partout, y compris au ministère de la Justice, pour que de telles erreurs ne soient pas commises. Cette première expérimentation réunissait à l'époque l'INAVEM, aujourd'hui France Victimes, les services pénitentiaires, le SPIP et la Maison centrale de Poissy. Et j'ai eu le plaisir, avec Paul Mbanzoulou, premier animateur d'une mesure restaurative en France. Moi-même, j'endossais pour la première fois la posture d'un membre de la communauté. J'ai eu le plaisir de participer à cette expérimentation. Autre excellent, autre merveilleux souvenir, 2013. J'ai l'impression que ça correspond au thème de notre colloque. Je fonde avec deux de mes doctorants, dont l'un a fait carrière chez nous, et un jeune collègue de la faculté de droit. Mais nous étions animés par un souci, ne jamais revictimiser les personnes. Qu'elles soient auteurs, je n'ai entendu parler que de victimes ce matin, ou qu'elles soient victimes. La justice restaurative concerne à la fois les auteurs et les victimes. C'est pourquoi ma surprise est grande de savoir qu'un prix existait, d'ailleurs au ministère de la Justice, quand c'est une mesure qui n'est pas une mesure de justice restaurative, mais qui est une magnifique mesure. Le cercle de soutien et de responsabilisation est reconnu pour la première fois dans le cadre de ce titre, au regard de notre action restaurative. C'est quand même assez surprenant. Mais ça ne concerne que moi, ça n'engage en rien l'Institut, Madame la Présidente. Ce souci de ne pas revictimiser les personnes auteurs comme les personnes victimes nous a conduit, et je pense à Benjamin en particulier, qui était beaucoup plus habile que moi pour tout ce qui est programmation et compagnie, nous avons créé un site internet dont l'objectif était simplement d'offrir à ceux qui souhaitaient mettre en place des mesures de justice restaurative, de les sensibiliser aux principes fondamentaux de la justice restaurative et de leur proposer ce qui se faisait un peu partout dans le monde, mais avec quand même un esprit, un amour particulier, je dirais même, avec nos amis québécois et nos amis belges. Mais ça ne concerne pas seulement ces deux pays. Alors, les missions se sont étendues en suivant, Madame la Présidente reviendra sans doute sur ce point, sensibilisation sur le terrain, par la création des antennes notamment, formation, accompagnement des programmes, supervision, évaluation, on sait la faire, mais 140 000 € par an ne permet pas, c'est la subvention que nous offre le ministère de la Justice pour 9 équivalents temps plein, pour 50 ne permet pas d'engager à temps plein des collègues qui le faisaient malgré tout jusqu'à présent, mais au travers d'enquêtes nationales, ce qui, pour autant, conduit certainement pas à une généralisation, mais à observer que ce que nous faisons, qu'il faut absolument évaluer. On n'est pas certain en France que ce que l'on met en place constitue des bonnes pratiques.
Comme on sait au travers de différentes études que les bonnes pratiques représentent 5% des programmes mis en place tout au long du cheminement de la prévention jusqu'à la réinsertion, et pour nous maintenant la restauration des personnes, nous devons absolument évaluer les programmes. Mais là encore, je parle toujours de problématique du manque, mais je crois que là, ce n'est pas de problématique qu'il s'agit, mais d'un trop peu de considération pour les personnes victimes et les personnes auteurs, toujours en souffrance, et qui soulignent chaque fois qu'elles ont participé à un programme, qu'elles ont cheminé, qu'elles cheminent encore, plusieurs années après, vers un horizon d'apaisement. Comme le disait le ministre, tout est prêt pour être mis en place. Les décrets d'application, 7 ans, 6 ans, 7 ans après la loi, ils sont là. Et il convient, bien évidemment, de les appliquer. Cela veut dire que les programmes de justice restaurative sont un droit pour les personnes auteurs comme pour les personnes victimes, non seulement à une information, chaque fois qu'une institution, organisation, association les reçoit, et que ce droit à l'information, évidemment, si les conditions sont remplies, devient un droit à participer à la justice restaurative. Concernant l'Institut, quelques digressions. Je serais tenté de dire qu'elle a connu une petite enfance heureuse, Madame la Présidente. La période de l'enfance où la soif de connaissance et l'envie de pratiquer sur l'ensemble du territoire s'est déroulée sans difficulté, sauf que, pour certains, les chiffres ne sont pas révélateurs des bienfaits pour autant constatés de la justice restaurative. Mais depuis 2017, finalement, puisque nous avons créé une formation tripartite avec l'École nationale d'administration pénitentiaire, France Victimes et l'Institut, une formation fin 2015. 2016 a permis de former un nombre assez considérable d'animateurs. Ils sont près de 3000 aujourd'hui formés dans notre pays, donc parler de balbutiement ou d'expérimentation, ça me paraît tout à fait dérisoire et déplacé. Et depuis 2017, pas les chiffres de 2022, fin 2022 peut-être, mais plus de 350 programmes ont été mis en place. Et si on se contente de vérifier combien de personnes en ont bénéficié, c'est vraiment mépriser celles et ceux qui les ont mis en place, mépriser celles et ceux, voire les humilier, qui n'ont pas pu bénéficier de ces différentes mesures. L'adolescence qui s'annonce, si je fais ce parallèle un peu osé, avec l'humanité qui caractérise notre institut. Nous sommes des personnes, non pas une organisation hiérarchique, pyramidale, bien évidemment. Eh bien, comme toute crise de l'adolescence, produit d'inévitables turbulences de nature sans doute à consolider les acquis des précédentes années, à les ajuster ou à les remettre en question. C'est la fameuse mue du homard, chère à Dolto. Alors, des obstacles restent à franchir. Nous en avons franchi beaucoup, mais il en reste encore qui n'ont plus de raison d'être, de mon point de vue. N'ont plus aucune raison d'être. La première nécessité, c'est la création d'une fédération, d'une structure nationale indépendante. La commission dont parle le ministre réunit les directions du ministère de la Justice. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une fédération indépendante, comme l'INAVEM, comme la Fédération Citoyens et Justice, notamment. Et je crois que l'Institut, au regard de ses missions, de ses réalisations, est habilité à prendre en charge cette fédération. De la même manière, j'insiste lourdement sur les mots, mais c'est peut-être un de mes derniers discours en tant que président fondateur. J'aime bien qu'on me dise « mais non, Robert, tu seras encore là ». La scandaleuse insuffisance des subventions. Et là, je dis en provenance des ministères concernés, la santé, la jeunesse,
l'éducation, la solidarité nationale et bien évidemment le ministère de la Justice. Et là, je vous disais qu'on n'est peut-être pas arrivé à un financement à la fois pérenne et bien évidemment supérieur à ce qui nous est aujourd'hui alloué. Et si nous vivons, nous survivons, c'est grâce, le disait Nicole, aux fondations qui nous financent, au budget propre des formations et bien évidemment aux dons, à la générosité de certains et de certaines, de la plupart d'entre vous, qui nous sont offerts. Et récemment, grâce à tout cela, une réorganisation, Ben va me dire que je parle à sa place, une réorganisation des antennes nous a permis de créer une antenne nord-ouest. Enfin. Bon, et pourtant, inscrit comme l'on est, et je sais que c'est critiqué par un certain nombre de francophones, dans le système de justice pénale aujourd'hui, ça n'augure en rien de la manière dont fonctionnera la justice restaurative demain, le juge pénal est compétent, ou le juge civil, pour la sanction et l'indemnisation. Mais nombreuses, et les statistiques que l'on pourrait citer proviennent notamment du Conseil supérieur de la magistrature, sont les personnes auteurs, comme les personnes victimes, comme leurs proches, comme leur communauté d'appartenance, sont insatisfaites de la réponse pénale. Elle est nécessaire, mais insuffisante. Donc, d'où l'intérêt, précisément, de la mise en place de la justice restaurative, comme, je le disais, avec un avenir qui devrait s'épanouir aux deux extrêmes, la prévention et après la restauration, mais aussi dans l'absence, précisément, de plaintes portées par les personnes. Alors, et pourtant, Nicole, tu souris pas beaucoup, le sport de combat, Noémie, le sport de combat que suppose l'implantation généralisée de la JR, rappelé dans le magnifique film de Jeannery, Je verrai toujours vos visages, se poursuit et remporte de belles victoires, comme celle, vous me savez, provocateur, notamment du retournement récent opéré par tous les détracteurs de la justice restaurative jusqu'il y a peu, qui se déclarent aujourd'hui comme étant les pionniers de la justice restaurative en France. Je les en félicite chaleureusement. Alors, je cite souvent avec beaucoup d'humilité l'adresse de Sénèque à Lucilius dans l'une de ses lettres. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Elles sont difficiles, précisément parce que nous n'avons jamais osé, mais il est temps, précisément, que nous osions. L'Institut n'a jamais cessé d'oser. Il osera toujours. Sans les bienfaits évalués scientifiquement, bon, on abuse un peu parce qu'on n'en fait pas chez nous, mais on sait que ça se fait ailleurs et dans de vraies évaluations scientifiques, sont perçus, encore une fois, j'insiste sur cette belle phrase de Paul Mbanzulu, sont perçus par leurs bénéficiaires comme un cheminement vers un horizon d'apaisement. Alors, pour conclure, je me permets de vous inviter à féliciter l'équipe de l'Institut, toute l'équipe de l'Institut, mais plus particulièrement les acteurs des antennes. Elles font un travail absolument remarquable, au-delà de ce que l'on pourrait demander à un collègue dans une entreprise ou une association. J'en suis très fier. Je ne devrais pas, parce que j'y suis pour pas grand-chose, mais c'est magnifique, effectivement. J'adore ce mot. Aujourd'hui, il n'y a que celui-là qui me vient à l'esprit. C'est effectivement un travail qui mérite d'être félicité. Et ce travail, merci.
Et ce travail n'a qu'une ambition, au jour le jour, c'est de rendre notre humanité, rendre notre monde plus restauratif. Enfin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président fondateur, pour vos propos. Alors, pour faire suite aux propos du professeur Cariou, j'aborderai le développement de la justice restaurative au travers des missions de l'Institut français pour la justice restaurative à compter de 2017, date de ma prise de fonction en qualité de présidente. J'associe bien évidemment à mes propos les membres de notre conseil d'administration et tout particulièrement ceux du bureau, qu'ils soient d'ailleurs remerciés pour leur implication. Dès 2018, de nouveaux statuts concernant le renouvellement des membres dirigeants et la création d'un conseil scientifique ont donné une nouvelle impulsion à l'Institut. Grâce au soutien du service de l'accès au droit, à la justice et à l'aide aux victimes, le SADJAV, et de la Fondation Porticus, une orientation novatrice a pu voir le jour avec la création des antennes interrégionales évoquées par le professeur Cariou en 2018 et 2019, dans 3 en métropole qui couvrent le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et sur l'île de la Réunion. Le choix a été fait de s'orienter vers une décentralisation des postes afin que les coordinatrices soient sur le terrain au plus près des divers partenaires. Seul le quart nord-ouest n'était pas couvert. C'est à présent chose faite grâce à l'appel aux dons lancé par le professeur Cariou et au financement de la Fondation de France pour un projet spécifique qui sera évoqué plus tard par le directeur. En ce sens-là, merci beaucoup, Robert. Mais bon, un appel aux dons qui ouvre une antenne, c'était quand même un peu particulier. Le développement de la justice restaurative au cours de ces années-là connaît une belle croissance, avec des demandes de formation en hausse constante, des sollicitations pour la mise en œuvre des programmes, ainsi que des accompagnements au cours de leur mise en place. Et enfin, un développement plutôt axé sur les mesures de groupe, rencontres détenues victimes, rencontres condamnées victimes, avec peu de médiation restaurative. Un arrêt brutal dans cette progression survient en mars 2020, avec l'apparition du Covid et ses conséquences au cours des mois suivants. L'équipe dynamique et engagée de l'Institut a su s'adapter et inventer de nouvelles formes de travail en développant les liens avec les partenaires via Internet, en mettant en place des webinaires mensuels, en utilisant les divers réseaux sociaux. À l'issue de cette période de troubles sanitaires, aux conséquences sociales compliquées, les demandes de mesures de justice restaurative se sont transformées. Dès lors, les médiations restauratives ont connu un réel essor, tandis que les mesures collectives étaient peu mises en œuvre. La qualité du partenariat, qui s'est tissé autant avec France Victimes qu'avec l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'ENAP, a permis de proposer des formations toujours plus performantes en direction des équipes salariées. L'organisme de formation de notre institut est d'ailleurs depuis peu certifié Calliope. Nous participons ou proposons des formations aussi en lien avec l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse et avec l'École nationale de la magistrature. Depuis plusieurs années, des formations gratuites pour les bénévoles membres de la communauté sont également mises en œuvre grâce au soutien du Fonds des Amis du projet Imagine. Une nouvelle collaboration s'est établie dès 2020 avec les services de l'administration des directions interrégionales des services pénitentiaires, ayant eu comme première expérimentation territoriale celle de Bordeaux. Désormais, l'Institut collabore étroitement avec les DISP de Bordeaux, Toulouse, Lille et Dijon,
ainsi que la DISP de Marseille sous une forme différente. D'autres devraient également rejoindre cette liste en 2024. De telles collaborations ont également été initiées avec les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse, telles que celles du Var, de la Somme et de l'Aisne, de l'île de la Réunion et prochainement de l'Essonne. Des enquêtes nationales conduites dans le cadre de notre observatoire de la justice restaurative sont disponibles si vous le souhaitez. Robert les a évoquées. Elles ont concerné l'évaluation des programmes, l'impact de la justice restaurative auprès des personnes auteurs et des personnes victimes, le retour des intervenants sur ces mesures et enfin l'implication des bénévoles. Ces observations ont renforcé les perceptions des praticiens et de nos équipes quant au fait que les personnes ne recevaient pas, malgré les textes en vigueur, l'information selon laquelle ils pouvaient bénéficier de ces mesures. Nous avons pu ainsi échanger avec le SADJAV et déterminer la mise en place de 2 terrains expérimentaux que sont les cours d'appel de Toulouse et d'Aix-en-Provence. Merci, Monsieur le procureur général, Monsieur l'avocat général. Il s'agit de vérifier, entre autres hypothèses, que ces nouveaux fonctionnements ont permis davantage de saisine des personnes. Ces 2 cours d'appel ont mis en œuvre avec l'Institut, les divers partenaires, des process différents que notre directeur Benjamin Sayous vous présentera plus précisément. L'engagement de tous est nécessaire pour permettre aux justiciables d'accéder à la justice restaurative. L'information doit être donnée à tous les stades de la procédure et par tous les services, qu'ils soient publics ou privés. Cette offre, encore mal connue, donne lieu parfois à des ressentis et à des jugements qui ne devraient pas avoir lieu. Elle n'est pas la propriété des professionnels, elle est au service des personnes et en ce sens, chacun a le droit d'en être informé. Je pense ainsi que la justice restaurative ne devrait plus connaître de frein dans le cadre des procédures. Par ailleurs, nous investissons également des champs d'action spécifiques. Nous évoquons entre autres de nouveaux échanges relatifs aux victimes d'attentats, aux victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, aux victimes personnes âgées et ou personnes en situation de handicap. Nous rencontrons régulièrement, depuis quelques mois, les associations de victimes des attentats du 13 novembre 2015. Certaines victimes se sont engagées auprès de l'Institut et il est prévu en mars 2024 un colloque sur la justice restaurative co-organisé entre l'Institut et les associations précitées. Concernant les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, après avoir été auditionnés par la Commission indépendante sur les abus de l'Église, la CIAZ, nous avons été conviés à un échange avec les membres de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, l'INIR. Une expérimentation est en cours d'élaboration et devrait se dérouler sur 2024. En ce qui concerne les personnes âgées et ou en situation de handicap, la Fédération 3977 est membre de notre conseil d'administration et nous-mêmes participons à leur conseil fédéral. Ce public est souvent dans des situations sociales difficiles, aux enjeux relationnels anciens, dont la restauration relève plus du dialogue que de la sanction. Les dernières années de vie réclament surtout paix et échange pour sortir des relations conflictuelles. Il est évidemment exclu les cas de violence avérés qui doivent être portés à la connaissance de la justice. Dans bien d'autres domaines, la justice restaurative a sa place dans le champ du hors judiciaire. Il s'agit là d'une culture différente à développer. Pour progresser dans le champ judiciaire, la justice restaurative doit pouvoir trouver son espace. Pour ce faire, elle doit bénéficier de financements stables à hauteur des besoins de postes dédiés dans tous les services concernés pour exercer ses missions.
Que dire des diverses associations d'aide aux victimes qui se voient octroyer au mieux des pourcentages de subventions noyés dans un budget global? Que dire des services publics dont seuls quelques agents ont un petit temps dédié pour mener à bien ces missions? Et enfin, que dire de notre institut qui œuvre à moyens constants depuis plusieurs années? Robert Cariou l'a évoqué. Je n'oublie pas cependant que c'est grâce, entre autres, à la justice et à ses services que nous avons pu mener l'ensemble de nos missions. La justice restaurative ne pourra se développer qu'avec l'engagement de tous, et je ne doute pas que tous les services confondus, nous ayons ensemble à cœur de faire progresser ces rencontres qui participent à la restauration des personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je souhaiterais appeler à mes côtés l'ensemble de l'équipe salariée de l'Institut que je souhaiterais vous présenter. Et pour... Voilà. Ça marche, ça? Alors, bon, merci beaucoup. Voilà, je tenais absolument... Ah on a une nouvelle équipe. Je tenais à ce que vous puissiez, mettre un visage sur les noms de tous les collègues de notre équipe. Je veux dire ici toute la fierté, moi aussi, que j'ai d'être entourée de cette équipe, de toutes ces personnes, de leur directeur qui manage cette équipe avec brio. Et pour tout le travail que vous réalisez, merci beaucoup. Chacun va se présenter. Voilà. Monsieur. Donc Benjamin Celius, et bonjour et au plaisir de vous rencontrer toutes et tous au gré de ce séminaire, de ce congrès. Merci. Bonjour, Christine Merlin, secrétaire de l'IFJR. Bonjour à toutes et tous, Noémie Micoulet, je suis la coordinatrice de l'antenne sud-est de l'IFJR. Bonjour, Lucie Dekens, assistante coordinatrice de l'antenne nord-est. Bonjour, Estelle Randy, responsable de la formation. Bonjour, Déborah Caicedo, assistante coordinatrice au sein de l'antenne sud-est. Bonjour, Océane Labure, coordinatrice de l'antenne Réunion et récemment sur l'antenne sud-ouest. Bonjour, Eulalie Spichiger, donc coordinatrice de l'antenne sud-ouest de l'IFJR. Et Alex, t'es où? Il nous manque une collègue qui se charge de l'organisation du colloque, elle n'est pas là. Si elle m'entend. Bonjour, Pauline Viau, donc nouvellement coordinatrice de l'antenne nord-ouest. Bonjour à tous et merci. Théophile Levesque, assistant coordinateur de l'antenne nord-est. Donc effectivement, on se fait un plaisir de vous accueillir sur ces 2 jours, puis aussi beaucoup sur tous les jours qui suivront sur nos antennes auprès des professionnels. Bonjour à toutes et à tous. Émilie Leport, donc coordinatrice de l'antenne mineure à La Réunion et majeure, voilà. On vous expliquera. Bonjour. Émilie Matignon, qui nous a quittés il y a quelque temps pour voler vers d'autres cieux. Et puis, tu vas dire qu'Héloïse, il manque Héloïse et il manque Alex. C'est ce que je voulais préciser. Donc, on a également 2 autres membres de l'équipe. Donc, Héloïse Skelbut. Ah ben voilà. Oui, monte-là. Donc, Héloïse Skelbut, qui est coordinatrice de l'antenne Nord-Est, mais qui est en congé parental, donc elle ne peut pas être avec nous, mais aussi... Oui, bonjour. Alexandra Marinet, la chargée de communication. Merci beaucoup. Alors, ils ont tous réalisé un travail très, très important, mais je tiens à me tourner aussi plus précisément vers Alexandra, qui a vraiment donné beaucoup, beaucoup de son temps pour que vous soyez accueillis dans de bonnes conditions.